Et si on t'avait menti sur ce que signifie réussir sa vie? Dans notre société moderne, on nous pousse à faire toujours plus de tâches, plus de responsabilités, plus de performances, comme si la valeur d'un être humain se mesurait à sa productivité. Mais les anciens, eux, avaient compris autre chose. Dans leur sagesse, transmise de génération en génération, ils affirmaient que moins tu en fais, plus tu restes jeune d'esprit, clair dans ta pensée et aligné avec ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, on redécouvre ce que ces sages savaient déjà il y a des siècles. Ralentir, ce n'est pas renoncer, c'est retrouver l'essentiel. C'est préserver son énergie, sa jeunesse intérieure, et même développer une intelligence plus fine, plus intuitive. Dans cette vidéo, on va explorer cet fait puissant qui prouve que faire moins, mais mieux, est la clé d'une vie plus riche, plus lucide et plus épanouie. Et pour chacun de ces faits, tu verras des exemples concrets tirés de la vie réelle, de la science et de la sagesse des anciens. Tu es prêt? Alors commençons. Fait numéro 1. Le repos profond régénère le cerveau et amplifie l'intelligence intuitive. Depuis l'Antiquité, de nombreuses traditions mettaient l'accent sur l'importance du silence, de l'inaction volontaire et du repos profond. Les anciens savaient, sans avoir besoin de scanner cérébral, qu'un esprit trop sollicité devient confus, agité, et finit par se déconnecter de sa sagesse intérieure. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que ces sages pratiquaient au quotidien. Des études en neurosciences ont montré que le cerveau humain fonctionne par cycle. Il a besoin de phases de repos, d'oisiveté et même d'ennui pour intégrer les informations, organiser les souvenirs et créer de nouvelles connexions neuronales. Ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à évoluer et à se réinventer, est renforcée par des moments de calme et de retrait. Le célèbre chercheur Andrew Smart, dans son ouvrage Autopilot, affirme que ne rien faire est fondamental pour l'intelligence. Il explique que les réseaux du cerveau qui se mettent en marche pendant le repos, appelés le réseau par défaut, sont liés à la mémoire autobiographique, à l'imagination et à la pensée créative. Autrement dit, moins tu es occupé à réagir au monde extérieur, plus ton cerveau a la liberté de produire des idées puissantes, de faire émerger des intuitions fines et de renforcer son équilibre intérieur. Prenons un exemple réel. Albert Einstein, reconnu comme l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, disait que ses plus grandes idées lui venaient lorsqu'il était dans un état de flânerie mentale. Il passait de longues heures à marcher seul, à se laisser porter par ses pensées sans chercher de réponse immédiate. Ce n'est pas un hasard s'il affirmait que l'intuition était une forme supérieure d'intelligence. De la même manière, dans la tradition taoïste, le concept de Wu-Wei, souvent traduit par l'action sans effort, prône l'idée qu'en en faisant moins, on agit avec plus de justesse. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt aligner son action avec le rythme naturel de la vie, sans gaspiller son énergie dans des activités inutiles ou dispersées. Ce que ces exemples nous révèlent, c'est une vérité que notre époque a tendance à oublier. Le repos, la lenteur, l'inaction apparente sont en réalité des terrains fertiles où germe la clarté mentale, l'inspiration et la jeunesse d'esprit. En réduisant le bruit, on redonne au cerveau l'espace nécessaire pour respirer, se régénérer et exprimer tout son potentiel. Fait numéro 2. L'excès d'activité accélère le vieillissement biologique. Depuis l'aube de l'humanité, les anciens observaient les lois de la nature. Ils savaient que toute chose vivante a besoin de rythme, de pause, de temps mort pour préserver sa vitalité. Les saisons elles-mêmes alternent entre action et repos, entre floraison et repli. L'homme, en tant qu'être vivant, est soumis aux mêmes lois. Pourtant, dans notre monde moderne, on glorifie l'agitation, l'hyperactivité, le fait de toujours remplir chaque minute. Ce choix de société n'est pas sans conséquences. Des recherches scientifiques récentes montrent que le stress chronique, causé notamment par une surcharge d'activité et de responsabilité, accélère le vieillissement au niveau cellulaire. L'un des indicateurs les plus étudiés à ce sujet est le raccourcissement des télomères. Les télomères sont des séquences d'ADN situées aux extrémités de nos chromosomes. Ils protègent notre matériel génétique et sont essentiels à la longévité. À chaque division cellulaire, ils s'usent un peu. Mais ce processus s'accélère sous l'effet du stress, du manque de sommeil et de la pression mentale permanente. Une étude célèbre dirigée par la biologiste américaine Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine, a montré que les personnes vivant sous une pression constante voyaient leurs télomères se raccourcir beaucoup plus rapidement que celles ayant une vie plus équilibrée. Cela signifie concrètement que leur corps vieillissait plus vite, même si elles étaient jeunes en âge. Les anciens, eux, avaient intégré cette sagesse dans leur mode de vie.
Il prenait le temps. Il respectait les cycles. Dans la Grèce antique, le concept de skolé, souvent traduit par loisir studieux, désignait un temps réservé à la contemplation, à l'apprentissage sans contrainte, au dialogue intérieur. Ce n'était pas du temps perdu, bien au contraire. C'était un espace sacré pour nourrir l'âme et préserver le corps. Un exemple frappant est celui de certaines communautés monastiques ou rurales, comme les moines bouddhistes de Thaïlande ou les habitants des zones bleues, ces régions du monde où l'on vit exceptionnellement longtemps. À Okinawa, au Japon, ou à Ikaria, en Grèce, les gens vivent très vieux, souvent en bonne santé, parce qu'ils vivent lentement. Ils ne s'agitent pas inutilement. Ils prennent le temps de marcher, de respirer, de cuisiner, de partager. Leur quotidien est simple, mais ils respectent l'équilibre naturel du corps et de l'esprit. Ce que ces observations nous enseignent, c'est que l'excès d'activité n'est pas un signe de vitalité, mais bien souvent un facteur d'usure prématurée. Moins tu en fais, quand cela est juste et conscient, plus tu laisses ton corps se réparer, se régénérer et conserver sa jeunesse. Ralentir n'est pas un luxe. C'est une médecine. Fait numéro 3. L'agitation mentale affaiblit la clarté de pensée et coupe l'accès à l'intelligence profonde. Il est souvent dit que le véritable pouvoir ne vient pas du bruit, mais du silence. Les anciens l'avaient compris depuis longtemps. Dans les civilisations les plus sages, on enseignait que pour penser clairement, il fallait d'abord calmer l'esprit. Moins on remplit son mental de pensées parasites, plus on accède à une forme d'intelligence fine, stable et éclairée. Aujourd'hui, la psychologie cognitive confirme ce savoir ancestral. Le cerveau humain n'est pas fait pour traiter une surcharge constante d'informations. À force de passer d'une tâche à une autre, de consulter des notifications, de répondre à des sollicitations en continu, le mental se fragmente. Il devient comme une mer agitée incapable de refléter quoi que ce soit. Ce phénomène est connu sous le nom de surcharge cognitive. Il entraîne une baisse de concentration, une perte de discernement et une fatigue mentale chronique. Dans la tradition indienne du yoga, on appelle cela le chitta vritti, ce tourbillon de pensées incessantes qui obscurcit la conscience. Patanjali, dans ses Yoga Sutras, enseigne que l'objectif fondamental de la pratique spirituelle est la cessation des fluctuations mentales, car c'est dans le calme intérieur que la sagesse véritable émerge. Un exemple marquant est celui de Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha. Avant son éveil, il avait expérimenté toutes les formes d'austérité, de connaissance et de rituels. Mais ce n'est qu'en s'asseyant sous un arbre, dans le silence le plus total, en cessant toute action extérieure, qu'il a atteint une clarté de conscience sans précédent. Ce n'est pas par accumulation de savoir qu'il a éveillé son intelligence, mais par dépouillement intérieur. Dans un registre plus contemporain, des dirigeants et penseurs de haut niveau affirment que leur capacité à prendre de bonnes décisions dépend de leur aptitude à se retirer régulièrement du bruit du monde. Bill Gates, par exemple, s'isole 2 fois par an pour ce qu'il appelle ses semaines de réflexion. Il part seul avec des livres, sans distraction, afin de laisser son esprit se poser et revenir à l'essentiel. Il dit lui-même que c'est dans ces moments de retrait volontaire que lui viennent ses idées les plus claires et les plus précieuses. Moins tu en fais extérieurement, plus tu permets à ton intelligence intérieure de se manifester. Ce n'est pas une absence d'activité, c'est une autre forme d'activité, plus subtile, plus enracinée. Là où l'agitation crée de la confusion, le calme crée de la clarté. Et dans cette clarté, l'intelligence peut enfin s'épanouir. Fait numéro 4. L'inaction consciente favorise l'équilibre émotionnel et renforce la résilience intérieure. Dans les sociétés traditionnelles, on ne réagissait pas à tout immédiatement. On savait que parfois, ne rien faire était le choix le plus sage. Il ne s'agissait pas de fuir les responsabilités, mais de reconnaître qu'agir dans l'urgence ou sous le coup de l'émotion mène souvent à l'erreur. Les anciens enseignaient que l'attente, le calme, la retenue volontaire étaient des vertus qui permettaient d'observer la vie avec plus de lucidité. Cette sagesse est plus actuelle que jamais. De nombreuses recherches en psychologie montrent aujourd'hui que les personnes capables de faire une pause, de suspendre l'action face au stress ou à l'adversité, développent une plus grande stabilité émotionnelle. Ce que l'on appelle aujourd'hui la résilience n'est pas simplement une capacité à encaisser les coups, mais un art de réagir avec discernement, en prenant le temps de comprendre avant d'agir. Cette qualité est indissociable d'une forme de lenteur volontaire. Le docteur Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis, expliquait que la liberté humaine la plus fondamentale réside dans cet espace entre le stimulus et la réponse. Selon lui, dans ce court instant où l'on choisit de ne pas réagir automatiquement, se trouve notre pouvoir de transformation. En d'autres termes,
Celui qui est capable de ralentir sa réaction face au monde extérieur devient plus fort, plus libre et plus maître de lui-même. Prenons un exemple simple. Dans les arts martiaux traditionnels, comme l'aïkido ou le tai chi, le maître n'attaque pas. Il attend, il observe, il se déplace avec lenteur et fluidité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie fondée sur la patience et le ressenti intérieur. Celui qui en fait moins sur le plan physique est souvent celui qui domine le combat, car il conserve son centre, son calme, sa vision. Cette attitude, transposée à la vie quotidienne, permet de mieux faire face aux conflits, aux crises et aux épreuves. Les anciens disaient aussi que l'eau calme est la plus profonde. Lorsque l'on ralentit, que l'on cesse de réagir compulsivement, on accède à un autre niveau de perception. Les émotions se stabilisent, les impulsions se transforment en réflexion, et la souffrance perd son pouvoir de domination. Dans cette tranquillité volontaire, on développe une force intérieure invisible, mais bien réelle. Moins tu en fais, notamment dans les moments de tension, plus tu développes une forme d'autorité sur ta propre vie. Tu ne te laisses plus emporter par les vagues émotionnelles. Tu deviens comme un arbre enraciné, qui plie mais ne rompt pas, même face à la tempête. Fait numéro 5. L'hyperstimulation affaiblit la mémoire et l'attention, tandis que la sobriété mentale les renforce. Depuis des millénaires, les anciens vivaient dans des environnements épurés, calmes, silencieux. Leur attention n'était pas tirée dans tous les sens comme c'est le cas aujourd'hui. Ils pouvaient observer, écouter, se souvenir avec une précision étonnante. Dans les sociétés orales, la mémoire n'était pas seulement un outil, c'était une forme de sagesse vivante. La lenteur, la répétition, la concentration profonde faisaient partie du quotidien. Et cela avait des effets puissants sur les facultés cognitives. À l'inverse, dans notre époque saturée d'informations, l'attention humaine est devenue une ressource en danger. Chaque jour, nous sommes confrontés à des centaines de messages, de vidéos, de sollicitations numériques. Le cerveau humain n'a pas évolué pour gérer un tel niveau de stimulation continue. Résultat, notre mémoire s'affaiblit, notre concentration se fragmente, et notre capacité à traiter des informations de manière durable diminue. Des études menées par des neuroscientifiques comme Daniel Levitin ou Gloria Mark montrent que le multitâche et la surcharge d'informations réduisent significativement notre efficacité mentale. Lorsqu'on passe constamment d'une tâche à l'autre, le cerveau est obligé de changer de registre, de contexte, de schéma de pensée. Ce processus, appelé coût de commutation cognitive, épuise nos capacités mentales et diminue la qualité de notre mémoire. Les anciens ne connaissaient pas ce phénomène, non pas par ignorance, mais parce qu'ils vivaient à un autre rythme. Ils pratiquaient naturellement ce que l'on appelle aujourd'hui l'attention focalisée. Le fait de faire une chose à la fois, lentement, avec soin, permet non seulement une meilleure assimilation de l'information, mais aussi une consolidation plus profonde des souvenirs. Un exemple frappant vient des griots d'Afrique de l'Ouest, dépositaires de la mémoire collective. Sans prendre de notes, ils retenaient des généalogies complètes, des récits de plusieurs heures, des chants complexes. Ce n'était pas un don surnaturel. C'était le fruit d'une discipline mentale, d'un environnement sans distraction, et d'un mode de vie qui valorisait la lenteur et la présence. Un autre exemple, plus contemporain, est celui des moines zen japonais. Leur pratique repose sur la pleine conscience. Chaque geste, chaque parole, chaque silence est vécu comme une méditation. Ce mode de vie, sobre et dépouillé, préserve la clarté mentale. Des chercheurs ont d'ailleurs observé que les personnes pratiquant régulièrement la méditation ou la contemplation lente présentent une meilleure mémoire de travail, une attention plus soutenue et une diminution des marqueurs de stress cérébral. Moins tu en fais sur le plan mental, moins tu sollicites ton cerveau à tout moment, plus tu lui redonnes de l'espace pour se souvenir, se concentrer et réfléchir avec profondeur. C'est dans cette sobriété mentale que la vraie intelligence se réveille. Fait numéro 6. Réduire l'action extérieure permet de cultiver la présence et la qualité d'être. Dans un monde qui valorise la performance et la vitesse, la qualité d'être est souvent sacrifiée au profit de l'efficacité. On cherche à accomplir, à produire, à accumuler des expériences, mais on oublie d'habiter pleinement chaque instant. Les anciens, eux, avaient une vision radicalement différente. Ils considéraient que la vraie richesse ne venait pas de ce que l'on faisait, mais de la manière dont on était présent à ce que l'on vivait. La présence n'est pas simplement un état de calme, c'est une capacité à ressentir profondément, à observer sans jugement, à vivre chaque chose dans sa pleine intensité. Cette qualité d'attention ne peut émerger que dans le ralentissement. Lorsque l'on fait moins, on peut enfin être plus sensible, plus lucide, plus ouvert au réel.
C'est dans cette sobriété de l'agir que naît l'intensité de l'être. La philosophie du stoïcisme, par exemple, valorise la maîtrise de soi, le retrait volontaire et la lucidité face aux événements. Sénèque écrivait que ce n'est pas le nombre de choses que l'on vit qui fait la valeur d'une vie, mais la profondeur avec laquelle on les vit. Il encourageait à se retirer du tumulte, à limiter ses désirs et à concentrer son énergie sur ce qui dépend vraiment de soi. Cette sagesse ancienne n'a rien perdu de sa puissance. Prenons un exemple concret. Dans certaines traditions autochtones, les anciens passent de longues heures immobiles, simplement à observer la nature, les sons du vent, le mouvement des animaux, la lumière qui change. Ils n'appellent pas cela de l'oisiveté, mais une forme d'écoute du vivant. Ce temps apparemment vide est en réalité un espace d'enracinement, de reliance profonde avec l'environnement, mais aussi avec eux-mêmes. Ils en ressortent plus lucides, plus équilibrés, plus inspirés. Un autre exemple contemporain est celui de certains artistes ou écrivains qui, pour préserver leur sensibilité, s'imposent des périodes de retrait. Ils s'éloignent de l'agitation pour retrouver le goût du détail, la beauté du simple, la richesse du silence. Car c'est dans le vide que la créativité se déploie avec le plus de puissance. Plus on est envahi par l'extérieur, plus l'inspiration se tarit. En revanche, plus on ralentit, plus la voix intérieure devient audible. En réalité, la qualité de présence est une forme d'intelligence souvent négligée. Elle ne se mesure pas en mots, ni en performance visible, mais en profondeur de regard, en finesse de perception, en paix intérieure. Et cette qualité ne peut naître que lorsque l'on cesse de se disperser. Moins tu en fais, plus tu peux ressentir. Moins tu t'agites, plus tu peux habiter pleinement ton propre espace. Être présent, c'est retrouver cette fraîcheur d'enfant, cette capacité à s'émerveiller, à écouter, à accueillir. C'est cela qui maintient l'âme jeune, le cœur ouvert et l'esprit limpide. Fait numéro 7, en faire moins permet d'écouter ce qui est essentiel et de vivre aligné avec sa propre nature. Dans le tumulte du monde moderne, il est facile de s'éloigner de soi. À force de répondre à toutes les sollicitations, de courir après les objectifs des autres, on finit souvent par perdre de vue ce qui nous anime profondément. On vit en surface, réactif, fragmenté. Pourtant, les anciens savaient qu'un être humain ne peut pas s'épanouir durablement s'il est déconnecté de son essence. Ils enseignaient que pour se connaître vraiment, il faut faire silence. Pas seulement autour de soi, mais surtout en soi. Il faut réduire l'agitation, ralentir les gestes, épurer les pensées. C'est dans cet espace de vide volontaire que l'on commence à entendre la voix intérieure, celle qui ne crie pas mais qui sait. Cette voix, c'est l'intuition, c'est la sagesse du cœur, c'est ce que les anciens appelaient parfois l'âme ou l'esprit profond. Des figures comme Lao Tse, Socrate, ou encore les sages du désert dans les traditions soufis ou chrétiennes, avaient ce point commun. Ils se retiraient pour mieux se connaître. En simplifiant leur vie, ils rendaient l'essentiel visible. Ils ne cherchaient pas à accumuler des expériences, mais à approfondir leur lien avec l'invisible, avec ce qui donne du sens. Un exemple réel, fort et symbolique, est celui d'Henry David Thoreau, philosophe américain du 19e siècle. Il choisit de vivre pendant 2 ans seul dans une cabane près du lac Walden. Il n'avait ni ambition de gloire, ni quête extérieure. Il voulait simplement comprendre ce qu'est une vie authentique. Il écrivait qu'il était allé dans les bois pour vivre délibérément, affronter les faits essentiels de la vie, et voir s'il avait appris ce qu'elle avait à enseigner. Cette expérience, fondée sur la sobriété, lui permit de revenir à lui-même et de transmettre une pensée d'une grande profondeur. Vivre en accord avec sa nature ne nécessite pas de grands discours, ni de grandes actions. Cela demande du courage pour s'arrêter, du discernement pour dire non, et de la clarté pour écouter ce qui se dit en soi, loin des bruits extérieurs. C'est cette sobriété choisie qui ouvre la voie à une vie alignée, paisible, profondément intelligente. Moins tu en fais, plus tu te retrouves. Moins tu t'agites, plus tu t'élèves. Cette vérité, que les anciens connaissaient intimement, nous revient aujourd'hui comme une nécessité. Dans un monde où tout s'accélère, choisir de ralentir n'est pas un abandon, c'est un acte de puissance. C'est un retour à l'essentiel, à la santé du corps, à la clarté de l'esprit, à la beauté de la vie simple. Ce n'est pas en ajoutant, mais en retirant, que l'on retrouve sa vraie nature. Faire moins ne signifie pas vivre moins. Cela signifie vivre mieux. Vivre avec justesse, avec présence, avec profondeur. Et c'est dans cette simplicité volontaire que se cachent les plus grands trésors. La jeunesse du cœur, la vivacité de l'esprit, la stabilité intérieure, et la joie tranquille de celui qui marche en paix.
Alors si toi aussi tu sens l'appel de cette sagesse oubliée, n'aie pas peur de ralentir. N'aie pas peur de faire moins, car c'est peut-être là que tout commence.